être annulés. Mais également, toujours dans le cadre de l'entreprise, on a noté qu'il y avait une sécurisation dans les rapports entre l'entreprise et ses associés. Parce qu'il faut distinguer les associés entre eux et l'entreprise et ses associés. C'est ainsi qu'aux associés, on a remis un droit de communication des documents comptables de l'entreprise 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. On leur a donné la possibilité de consulter tout au long de l'année les documents comptables qui les intéressaient. Mais bien plus, ils ont eu la possibilité de déclencher l'alerte si jamais ils découvrent un fait de nature à nuire à la continuité de l'entreprise. Dans les rapports avec les tiers maintenant, parce que là nous étions dans les rapports au sein de l'entreprise, rapports des associés entre eux, rapports entre l'entreprise et les associés, mais dans les rapports avec les tiers, de quoi est-ce qu'il s'est agi? Il faut dire que la qualité des relations juridiques dans une entreprise, au sein d'une entreprise, je veux dire la qualité des relations juridiques entre une entreprise et les tiers est très importante. Parce que les tiers ici, ça peut être une autre entité qui veut conclure un contrat avec vous, mais ça peut également être, par exemple, une banque. Et là, nous sommes dans le domaine du crédit. Et nous savons bien qu'une société, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut bien qu'elle soit crédible. Pour cela, donc, le législateur OHADA a mis sur pied un ensemble de mécanismes qui permettent à celui qui veut contracter avec vous, à la banque qui veut vous donner un crédit, de pouvoir accéder aux données qui concernent votre entreprise à travers un fichier régional qui a été mis sur pied, qui veut que si une entreprise est intéressée, il suffit qu'elle aille au greffe, elle consulte, elle dise « je veux l'entreprise X », on lui sorte le fichier et qu'elle voit quelles sont vos données actuelles. Cela participait de la volonté pour le législateur de renforcer cette sécurité juridique parce que, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui, l'économie africaine est essentiellement extravertie. Elle dépend de l'étranger. Pour qu'un étranger puisse venir investir, il faut qu'il ait, n'est-ce pas, une certaine confiance en la structure avec laquelle il va traiter. Donc, au niveau juridique, il y a eu des règles qui ont été mises sur pied, mais il faut avouer que ces règles ont connu certaines limites. Ce traité a connu certaines limites. Limites d'abord parce que le traité n'a pas suscité vraiment l'engouement. Ce qui fait que aujourd'hui, on est en droit de se demander 10 ans après pourquoi est-ce que de nombreux pays qui sont pourtant membres de ce traité-là n'ont pas décollé, alors que c'était l'objectif de départ, comme je le rappelais tout à l'heure. Soulignons quand même qu'il y a 17 pays qui sont dans le traité OHADA. L'Afrique en compte 52. Parmi les 17, on n'a pas les poids lourds, même en termes de population, comme par exemple le Nigeria, qui compte quand même plus de 100 millions de personnes. On n'a pas l'Afrique du Sud dans le traité OHADA. On n'a pas l'Égypte dans le traité OHADA. C'est pour cela qu'on pense que le traité n'a pas forcément porté tous les fruits qu'on était en droit d'attendre de lui. Et puis, il y a également le fait qu'il n'y a pas de juridiction contraignante qui a été prévue pour renforcer cette sécurité juridique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a une infraction qui est commise au sein d'une société et que cette société-là soit sous le joug du droit OHADA, il n'y a pas une juridiction OHADA au sens strict du terme qui peut poursuivre un dirigeant et pouvoir le faire arrêter. C'est l'une des limites du traité. Parce que le traité OHADA renvoie plutôt aux juridictions nationales le droit de punir des individus qui se rendraient coupables d'infractions, bien que ces individus-là soient sous le joug d'un traité qui est supranational. Donc, c'était là l'une des limites du traité OHADA. OK. Autre limite du traité OHADA, il y a eu le problème de la corruption des commissaires aux comptes, qui étaient, n'est-ce pas, chargés d'apporter davantage de sécurité. Je me souviens du Cameroun, j'ai d'ailleurs fait un mémoire, mon mémoire de 2A a d'ailleurs porté là-dessus. Il y a au moins 5 commissaires aux comptes qui ont été emprisonnés pour avoir aidé les dirigeants sociaux à détourner des fonds au sein des entreprises dans lesquelles ils étaient par ailleurs supposés apporter une certaine sécurité juridique. La sécurité juridique dans le cadre de l'OHADA devait donc être renforcée par un autre instrument. C'est ainsi qu'on a pensé
à un instrument qu'on a appelé la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais qui, elle aussi, a montré ses limites, notamment à cause de des lourdeurs dans sa saisine, mais également les procédures qui sont assez lentes. On a également pensé à reformer les magistrats africains, à les recycler à travers l'École régionale supérieure de magistrature. Là encore, c'est un tout autre problème parce que les magistrats ne sont pas toujours disponibles, les financements n'arrivent pas à temps. Et puis finalement, on s'est dit quelle était donc la solution, quelle était la solution à ce problème, comment est-ce qu'on pouvait renforcer la sécurité juridique. Nous avons pensé que pour renforcer la sécurité juridique, et c'est par là qu'on va terminer, il aurait fallu qu'il y ait également une certaine sécurisation juridique des affaires politiques. Parce que la sécurisation juridique des affaires politiques est impérieuse dans la mesure où l'instabilité politique fait en sorte que les investisseurs n'aient pas confiance au-delà des règles juridiques qu'on peut, n'est-ce pas, mettre sur pied. Quand vous êtes dans un pays où on ne maîtrise pas, par exemple, le calendrier électoral, où on ne sait pas si au bout d'une élection, il peut y avoir une guerre, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire tout récemment, on l'a vu également au Kenya, forcément, quelqu'un qui a son argent à venir investir se dit, bon, mais tant qu'on ne voit pas assez clair dans cette affaire, on ne peut pas aller y investir. Donc, de nombreuses personnes ont pensé qu'il était logique qu'il y ait une certaine sécurisation des affaires politiques, une sécurisation juridique, que l'on soit sûr que dans les États, les élections peuvent se tenir à tel moment, à tel moment, à tel moment. Mais cela devait également être renforcé par le fait qu'au plan international, les grandes puissances ne puissent pas venir tout le temps intervenir dans les affaires internes de l'Afrique. Parce que cela ne favorise pas le développement. L'Afrique aujourd'hui est sous le joug de ce qu'on a appelé les traités iniques hérités de l'époque néocoloniale, notamment les fameux accords de défense qui font en sorte que lorsque des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali veulent s'approvisionner, par exemple en armes, ou vendre un certain nombre de ressources, notamment les ressources pétrolières, il faut se référer à l'ancienne métropole qui était la France et qui fixe unilatéralement les prix. Donc, au demeurant, nous nous sommes posé la question de savoir, au départ de cet exposé, la question de départ était celle de savoir comment est-ce que les règles de droit peuvent contribuer au développement de l'Afrique. Nous avons essayé de répondre à cette question en prenant un cas qui était le cas de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, à savoir l'OHADA. Nous avons montré comment est-ce que l'OHADA a essayé de sécuriser les affaires, de sécuriser le domaine économique en Afrique. Nous avons également exposé les limites de cette sécurisation juridique des aspects économiques en Afrique. Et nous avons proposé qu'il y ait un renforcement de cette sécurité juridique des affaires économiques par une sécurité juridique au niveau des affaires politiques. Mais au-delà, pour finir, nous pensons également que c'est dans la tête des Africains que tout doit pouvoir se jouer. Dans une entrevue que nous avons eue avec Jean Ziegler, le Suisse Jean Ziegler, il nous disait que c'est qu'il faut en Afrique une insurrection des consciences. Et c'est cette insurrection des consciences qui va entraîner un changement de mentalité. Et nous pensons que cela viendra forcément changer les choses et l'Afrique pourra se développer. Merci. Merci Didier.